Bonjour à tous les Kill Teamers, bonjour à tous les Kill Teameuses, c'est Hugo avec un H du Facebook et du Discord de Kill Team France. Venez nous rejoindre sur Discord, on a plein de channels, c'est rigolo, pour pouvoir parler des sujets spécifiques, y compris dans ce cadre de la Balance Data Slate, de la plaque de données d'équilibrage que vous voyez devant vous. On l'a aussi en physique, on en a vraiment de partout, on va en faire des posters et on avait très envie de l'avoir et de vous en parler. Je pense que l'on est un petit peu survolté, n'est-ce pas Rémi? Est-ce que tu es heureux de parler de cette Data Slate? Tout à fait, on l'attendait, on avait hâte qu'elle sorte, on se demandait même si elle allait sortir. Ouais, un jour, est-ce qu'on parie sur le mardi, le vendredi, le dimanche peut-être? Non, pas du tout le dimanche, mais vraiment, moi je la regarde à peu près toutes les heures sur Warhammer Community si elle allait arriver, et elle est arrivée hier. Bon, pour vous ça ne veut rien dire, mais nous on est très heureux de pouvoir en parler avec vous, on l'a décortiqué, on a écouté un petit peu toutes les analyses de tout le monde, et on va vous en faire un petit digestif en français, justement pour vous, Kill Team France. Alors quel est le contexte de la méta précédente avant d'avoir cette nouvelle plaque que l'on attendait, et pourquoi est-ce qu'on l'attendait tant que ça alors Rémi? Il y avait pas mal de problèmes justement, alors le jeu il reste quand même équilibré, mais il y avait plusieurs teams qui se retrouvaient régulièrement en top de classement lors des événements. Donc les Phobos, pour les citer, c'était Gellerpox, Elucidian et les sapeurs. Et sapeurs, merci. Désolé, j'ai dit une bêtise, mais oui, donc Gellerpox, Infected dans l'annual, les Elucidian qui sont aussi dans l'annual, et aussi les sapeurs de la marine impériale qui sont aussi dans le noir par contre cette fois. C'est ça, dans la boîte Into the Dark, donc dans le noir, effectivement. Et donc, avec tout ça, ils étaient largement au-dessus du score toléré par Games Workshop, qui, je le rappelle, est au-dessus de 55% de ratio de victoire. Donc, effectivement, pendant plus de 4 mois, avoir ces scores-là, ça montrait bien qu'il y avait un problème avec ces teams. Voilà. En plus de ça, s'ajoutait un autre problème. C'était les règles de réduction de dommages qui commençaient à apparaître. C'est qu'aussi, il y avait des teams qui étaient très basses dans le parallèle. Tout à fait, voilà. Donc du coup, c'est beaucoup de teams, donc 3-4 teams qui se retrouvaient régulièrement en dessous des 40% de victoire. Donc on peut les citer, hein. Il y avait Hierotech, il y avait Phobos, Commando. On a Pathfinder en ce moment, mais ils n'ont pas été buffés. Ouais. Après, c'est du temporaire, hein. C'est du fait du format dans le noir justement qui les pénalise un petit peu. Et on avait peut-être des Kazarkin qui n'étaient pas aussi joués ou pas aussi performants. Et puis bon, peut-être aussi les Warp Coven, donc les coteries du Warp aussi. C'est un Kazarkin qui arrivait à peu près à avoir un ratio de victoire de 50%, mais qui avait un taux de représentation qui était très bas. C'est une team qui était jugée par pas mal de gens comme étant assez faible. Donc malheureusement, elle avait besoin justement d'un petit up. Et oui, et donc justement comme tu le disais, la réduction de dégâts qui est une caractéristique, un des effets qui concerne les sapeurs de la marine impériale, les légionnaires Nurgle, le chapter tactics de Intercessor, on a aussi quoi on a aussi en commando, et Lucidian, ouais, en effet, sur je sais même plus à quel moment c'est parce que je les connais pas, mais tu pourras nous le dire. Un subterfuge qui permet de le faire. Ok, très bien. Et donc tout ça, ça a été écouté. Waouh, ils ont écouté les joueurs et les data aussi. Et on peut remercier Canuro le Crit et compagnie d'avoir soufflé à l'oreille de Elliot Hammer et de ses développeurs pour avoir une magnifique plaquette d'équilibrage du premier trimestre de 2023. Donc on a fait une petite introduction, on va pouvoir passer sur tout ce qui contient des puces d'Astérix parce que, on vous le rappelle, c'est comme ça que vous savez ce qui est de nouveau. Parce que il y a déjà des règles de base qui avaient été modifiées. Par exemple, le fait de ne pas pouvoir faire moins de 2 ronds de mouvement, ça avait été déjà modifié dans la précédente. On avait le fait de ne pas pouvoir 2 grenades, 2 équipements spéciaux avec règles indirectes d'affilée, les listes d'armées qui remplacent certaines choses, mais là on a déjà, dans notre première page, quelque chose d'assez central qui est changé. C'est chaque joueur ne peut pas marquer plus de 16 points de victoire au total grâce à l'objectif de mission durant la bataille au lieu de 12, et ça c'est dans le cadre des opérations critiques. On vous le rappelle, c'est ce magnifique pack de plein de choses. On a des TACOPS, on a des missions, on a des maps, et on a aussi une nouvelle séquence de jeu. Donc c'est dans la séquence de jeu, j'imagine, ou dans le fait d'avoir un point, de compter ses points par exemple, que ça c'est modifié. Donc qu'est-ce que t'en penses toi Rémi de cette chose-là? Alors j'attendais pas du tout de modification à ce niveau-là. Je sais que lors des derniers tournois que j'ai fait, beaucoup de gens se plaignaient du nombre important de cas d'égalité qui pouvaient apparaître, surtout sur la mission A qui est lootée, pillée en français. Du coup, je pense que Games Workshop a voulu éviter ce scénario-là. Le problème qu'on rencontre, c'est qu'ils ont modifié qu'une ligne
du paragraphe entier, ce qui fait que le total de 20 points de victoire pour la partie n'a pas été changé. Voilà. Donc aujourd'hui, ça nécessite des clarifications pour savoir est-ce qu'on reste à 20 points de victoire mais qu'on peut marquer plus de points de mission. Et dans ce cas-là, comment ça se passe si on dépasse les 20 points? Qu'est-ce qu'on choisit pas? Ou est-ce que c'est un oubli de Games Workshop et ils veulent monter aussi le total final pour passer de 20 à 24? Et dans ce cas-là, ça réglerait les problèmes. Et voilà. Donc au final, moi j'imagine dans le futur que ça va passer à 24 points de victoire. Est-ce que tu penses que même dans tous les cas, ces 16 points de victoire en mission primaire vont changer beaucoup de choses? Est-ce que le concept d'équilibre, au final, est-ce que tout le monde va pas marquer 16 points quand même? Alors non, parce qu'effectivement on est limité à 4 points par tour, donc déjà ça permet de limiter. Et en plus de ça, les égalités posaient problème puisqu'il fallait définir qui était le vainqueur en regardant un petit peu les scores. Et le problème c'était que souvent les joueurs avaient le même nombre de points de mission, le même nombre de points de TACOPS. Du coup on arrivait sur des jets de dés qui sont pas forcément très palpitants pour définir qui est le vainqueur. Oui. Je l'ai subi lors du Kill Team Open d'ailleurs à ce niveau-là. Donc je pense que oui, ça permettra de faciliter un petit peu et quelqu'un qui marquerait moins de points de TACOPS pourrait toujours s'en sortir en visant les points de mission d'objectif. Donc je pense que ça peut être sympa pour beaucoup de teams, mais il va falloir le tester pour voir ce que ça donne. Exactement, bon on va souvent le dire aujourd'hui, il va falloir tester. Mais on va pouvoir passer à la deuxième page où il y a écrit un grand saison 1. Comme ça on est sûr que maintenant ça s'appelle saison 1, saison 2 et on espère bientôt saison 3. C'était déjà présent dans la dernière Data Slate mais ça fait toujours plaisir. Alors les teams Compendium n'ont absolument pas été touchés. Et on vous le rappelle, les teams Compendium n'étaient pas faites pour durer éternellement, même si des Custodes peuvent gagner des Adepticons. On a aussi nos Commandos Kill Team Octarius, c'est leur première Data Slate en termes de Data Slate pure et dure. Il y avait déjà eu des facts dessus qui ont changé pas mal de choses sur les dynamites. Ah non, quoique c'était la règle générale qui changeait pas mal de choses sur la dynamite. Et donc là, on a une super règle, quelle est-elle ? Elle permet effectivement pour les joueurs qui jouent le Grotte par exemple, qui était pas mal joué en open, de pouvoir jouer le Squig gratuitement et donc de passer à 11 agents au lieu de 10. Alors attention, les 11 agents ne marchent que dans ce cas-là, c'est-à-dire que si vous prenez un Grotte et un Squig, vous ne pouvez pas prendre des boys en plus. Concrètement, vous remplacez dans votre équipe un boy par 2 agents qui seront le Squig et le Grotte. Je trouve ça sympathique. Est-ce que ça rendra la team plus forte? J'en suis pas certain. Ça fait une activation de plus, mais le Squig veut se suicider de toute façon. Ça fait une menace dans tous les cas. Ça fait une menace. C'est ça, mais le Grotte reste un bon agent et du coup c'est un bonus de pouvoir avoir le Squig gratuitement avec. Donc je pense que les beaux joueurs commando vont pouvoir le prendre derrière, donc pourquoi pas. Faites gaffe toujours à qui vous mettez à côté du Squig et qui a une ligne de vue sur votre Squig, on le rappellera jamais assez. Ah, il va falloir apprendre à jouer avec, ça va demander un petit peu de practice. Exactement, sachant qu'il peut jamais se mettre en dissimulé. Le principe aussi de cette kill team, c'est qu'en fait, on pourrait même rajouter un agent en plus. Il me semble que dans la grappe, on a quand même un agent en plus, donc il pourrait même aller jusqu'à 12 agents s'il voulait la prochaine fois, parce que en fait, on avait tout court 10 commandos, parce que c'est comme ça à Warhammer 40 000, et on a aussi un grotte et une squig. Donc là, c'est le premier buff, et on aura peut-être le deuxième, on sait jamais. On va passer... Après, je regrette, juste pour les commandos, je regrette qu'ils aient pas boosté un petit peu soit la capacité de touche, soit le nombre d'attaques pour les attaques de corps à corps, ce qui aurait permis de la rendre un peu plus viable. C'est vrai que je regrette un peu qu'il ait pas buffé à ce niveau-là. Passer de 4 attaques à 5 attaques. Ouais, pour pas mal de choses. Et en fait, cette kill team de commando, c'est un peu une des teams les plus faciles dans lesquelles on rentre dans le jeu à team sur mesure. Mais j'imagine qu'ils aiment pas trop avoir trop de règles en couche et de besoin d'aller un peu aller voir dans tous les bouquins, parce que comme elle est un peu aussi gérée pour être facile d'accès, si on rajoute beaucoup de modifications comme les croûtes par exemple ou les hierotech, là ça devient injouable pour des nouveaux joueurs. Donc ça c'est un peu ma supposition, ou peut-être que juste ils vont faire des petits incréments 1 à 1, mais moi aussi j'ai envie d'avoir plein de règles supplémentaires ou plein de touches supplémentaires, parce que c'est une de mes teams de cœur et on a envie de les voir à la hauteur, sachant qu'ils sont trop stylés en termes de figurines. On a Shalnat, il me semble qu'il n'y a rien qui a évolué, voilà. Non. Parfait. Narkmund, il n'y avait rien qui était là, et pourtant maintenant on a des ajustements avec Légionnaire, on commence à rentrer dans notre sujet des annihilations de dégâts, je sais pas comment t'appelles ça déjà. Réduction de dommages. Réduction de dommages, voilà, parfait. Le subterfuge stratégique chair mutagène qui était spécifique à Nurgle, qui permettait d'avoir moins 1 dégât à chacune des touches normales, et pas les critiques mais normales.
pouvait aller jusqu'à une réduction de dégâts, jusqu'à infliger 2 dégâts. Et là en fait c'est transformé pour un minimum de 3 au lieu de 2. Donc ce qui fait que si vous faites tirer dessus par un bolter, par exemple, vous n'aurez pas de réduction de dégâts à présent. Donc là on est sur... Il y a beaucoup d'armes qui font 3 dégâts de base et donc du coup c'est un excellent buff. Un excellent neuf pardon pour la team et un excellent buff pour les autres. Voilà, un excellent, ouais, merci. Moi je les joue, donc ouais. Donc ce que ça va changer, c'est vous allez devoir faire gaffe à vos match-up face à des Space Marines, face à des Kroots même qui ont beaucoup d'armes à 3. On en a pas mal aussi, hein, je pense un peu partout dans le jeu, souvent au corps à corps même. Il y a beaucoup de gens qui tapent au corps à 3, donc vous n'aurez pas de réduction. C'est-à-dire qu'un joli couteau bien placé vous fera toujours 3 de dégâts. Qu'est-ce que ça va changer là-dedans? Est-ce que ça va changer le choix de la marque? Est-ce que tu penses que ça va changer ça? Bah, Nurgle était pris majoritairement pour la réduction de dégâts, parce qu'il apportait les autres stratagèmes étaient intéressants mais pas forcément vitaux. Je verrais bien aujourd'hui, puisque la team légionnaire n'a pas été changée en dehors de ça, donc elle reste très forte. Ouais. Et les autres marques étaient intéressantes mais éclipsées par Nurgle. Aujourd'hui, je pense que des marques de Tsench ou de Slaanesh peuvent du coup se retrouver plus intéressantes. Alors moi du coup qui les joue pas mal, je dirais que ça reste encore Nurgle qui est très très fort parce que moi je joue en immédiat implacable parce que je joue beaucoup avec les tirs en état d'alerte et je me dis au final ils ont pas touché à ça et au fait de pouvoir tirer en état d'alerte tout en étant blessé, tout en ayant ma CT de base, ça reste extrêmement fort et c'est sûr que ça va être rageant de pouvoir se faire tuer en 4 touches normales de bolter, sachant qu'avant on était juste à moitié vie et on était blessé, sachant qu'on pouvait par le strata implacable ne pas être blessé. Mais là, pour avoir fait des parties récemment où les gens ils mettaient que 3 et du coup je diminue à 2, ben ça va m'impacter, mais pas surtout quoi. Donc il va falloir faire attention, il va falloir bosser ses match-up un peu plus, mais je pense que Nurgle va rester intéressant quand même. De toute façon, c'est l'avenir qui nous dira. Le gros problème, et là où je te rejoins, là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est la limitation de création du roster qui fait que tu peux pas mixer les marques comme tu le souhaites. Forcément, Tsench étant fort sur des match-up où tu as de la P2 en face, t'aimerais bien le prendre, mais comme tu peux pas les mixer, bah les gens vont rester, je pense, sur du Nurgle pour faciliter un petit peu les événements où tu vas faire 4-5 parties dans la journée, donc forcément c'est plus simple. Donc voilà, au final, en termes de tournoi, on les verra peut-être encore comme ça. Après, bon, c'est pas non plus une des datas qu'on sait le plus, hein, qui choisit quelle marque en tournoi, donc on le voit pas trop. On va passer rapidement sur le Corsair Néanti, avec le mitrailleur sur le lacérateur qui gagne la règle de touche critique perforante. En quoi c'est chouette? Bah, ça permet juste d'avoir la même arme que celle qu'il y a eu pour la main de l'Archonte, donc voilà. Pas de souci à ce niveau-là. Aussi simple que ça fait plaisir, ça mange pas de pain. Kill Team Morok, on retrouve nos amis des Phobos qui ont toujours besoin de petits up. Alors qu'est-ce qu'ils ont eu comme up? Alors il y a 2 up, un premier qui concerne le jeu narratif. Il y avait une sorte de compétence qu'on peut gagner quand on monte en expérience qui ne fonctionnait plus puisque avec le up il l'avait modifié. Donc là ils font en sorte qu'elle fonctionne de nouveau. Voilà. Donc je m'attarde pas dessus puisque c'est pas forcément dimensionnant. Et la deuxième qui est beaucoup plus importante, c'est sur le subterfuge Vanguard. Donc je sais pas comment il est en français. Je vais regarder. D'accord, on va dire subterfuge Vanguard. Pour rappel, qui permettait de bouger de 1 pouce de plus, Vanguard, qui permettait de ne pas compter le premier élément de décor que vous traversiez, de réduire du coup de 2 pouces l'escalade pour monter ou pour descendre. Et du coup, il rajoute à ça en fait le fait de pouvoir faire une mission d'action ou une mission ramassée pour un point d'action de moins pour un minimum de 0. Ce qui est excellent. Et ce qui était nécessaire en fait, tout court, parce que ils étaient embêtés par les ouvertures de portes, par le fait de devoir piller aussi, et ça c'était quand même un peu problématique pour eux, sachant que même dans leur gameplay fluffique, on se disait pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas faire de missions d'action gratuites ou même une par tour ou des choses comme ça avant de faire quoi que ce soit. Ben là, grâce à ce subterfuge, donc en gros c'est pas natif, mais ça devient potentiellement nécessaire au T1, T2 voire T3 dans tout ce qu'on a à faire. Vous savez que vos CP ils vont partir dans Vanguard en fait. C'est ça, ce sera beaucoup plus fort en format Into the Dark qu'en format Open, mais ça reste quand même intéressant. Et j'adore ce qu'ils ont fait avec ce buff là parce qu'il reste dans la thématique de l'armée. Oui. Parce qu'ils auraient pu buffer les dommages, mettre de l'AP, etc. Mais on se serait retrouvé face à une team qui serait similaire en gameplay de intercession. Là, on a un gameplay qui est complètement différent, qui joue sur la prise d'objectif, plus que sur la létalité.
Donc je suis vraiment très intéressé de les tester et de voir un petit peu ce que ça peut donner désormais. Ah ben là on verra, la data slate c'est la data slate du dépoussiérage de team et de se dire ah bah celle-ci j'en avais rien à faire mais maintenant je la teste quand même, hein. Voilà. Et c'est d'ailleurs l'occasion de faire un écho à ce qu'on a vu sur les légionnaires. On commence déjà à voir l'impact de ce qui se passe sur la modification, la réduction de dégâts. C'est que nos Phobos, eux, sont tous équipés de bolters en fait, donc 3-4, donc maintenant ils vont pouvoir faire des tirs de bolters qui vont être efficaces contre les légionnaires. C'est ça, surtout qu'ils ont peu de moyens de passer à travers de l'armure à 3+. Donc bah ça les pénalisait doublement le fait d'avoir la réduction de dommages des légionnaires. Là au moins ça les remet un petit peu à niveau. À voir ce que ça va donner contre Intercession, je pense que le match-up reste toujours compliqué. Mais au moins ça permet de donner plus de latitude de jeu aux joueurs de Phobos, donc c'est toujours sympa. Et puis on peut jouer vraiment en quasi full dissimulé pendant quelques temps, si on veut, grâce à Vanguard maintenant. Oui. C'est très intéressant. Alors, on est dans notre annuel, clade de chasse n'a pas changé. Danseur de la toile n'a pas changé, des donc. Malheureusement non. Qu'est-ce que tu veux nous en dire de ce non-changement ? Bah, comme depuis le début, hein, ils veulent pas nerfer Void Dancer, c'est très compliqué, on l'avait dit lors de la dernière analyse. Les nerfés ou les modifiés reviendraient à modifier leur mécanique de jeu et reviendraient à refaire la team depuis le début. Donc j'imagine que c'est trop compliqué pour eux et ils préfèrent la laisser en l'état. Donc à voir, j'ai un peu peur du coup du fait des nerfs et des buffs qui ont été faits, que Void Dancer se retrouve tout en haut du classement, donc va falloir voir ce que ça va donner. Mais ouais, comme d'habitude quoi, de toute façon, as all things should be. Alors, on a ensuite la coterie du Warp. Non plus. Pardon. Rien de spécial sur la coterie du Warp ? Non, ils étaient entre guillemets buffés par le format ITD où ils sont un peu plus forts qu'en Open. Donc ce qui a permis de faire remonter un petit peu leur taux de victoire. La team est super intéressante à jouer, difficile à prendre en main, mais très gratifiante une fois qu'on y arrive. Je pense que si ça continue, elle recevra encore un petit buff, mais elle en a pas forcément besoin. Aujourd'hui, elle est plutôt au milieu de classement et elle est bien positionnée. Ok, très bien. Et d'ailleurs, je commence à le dire comme ça, mais potentiellement qu'on va faire l'analyse ensemble sur la coterie du Warp. Je te la prends en direct, si ça te dit. Les varioleux Gélaire, qui ont eu deux gros nerfs la présente data slate, on en avait été assez heureux, surtout sur l'horriblement résistant, mais à présent, c'est Vulgar, le 3 fois maudit, qui ne pourra utiliser son aptitude de foyer de l'infection, qui permettait, s'il était à la fin du tournant à rond d'un objectif, de pouvoir le souiller, et lorsqu'il le souillait, c'était +1 CP pour son équipe, donc en gros on pourra le faire qu'une fois. Une fois dans la bataille, tout à fait. Nerf intéressant, après est-ce que ça suffira? J'en suis pas persuadé, je m'attendais peut-être à un peu plus, même si j'avais pas forcément d'idée sur ce qu'il fallait faire. Donc on verra si les buffs des autres teams vont permettre de compenser l'absence de nerf vraiment sur le Gelarpox. Ok, et puis moi je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que c'est quand même une usine ACP nécessaire, cette team-là, parce qu'on a quand même beaucoup de choses à faire. Les charges, on a les autocritiques, on a les sprints en début de partie sur les objectifs, en début de tournant sur les objectifs. Donc il y avait quand même beaucoup de besoins de CP, sachant que Vulgar, il pouvait passer sa partie à juste aller d'un objectif à l'autre et espérer en avoir 2 ou 3 de plus à les glaner. Mais s'il faisait ça, après il était moins menaçant. Donc après c'est vrai que ça oriente encore plus l'utilité de Vulgar, qui est quand même d'aller frapper quoi, quand même. Je pense que le nerf est pas si dimensionnant, puisque de toute façon il en faisait un quoi qu'il arrive. Ça va l'empêcher d'en faire 2, peut-être 3 dans la partie dans les meilleurs cas. Donc oui, bien sûr ça reste un nerf quoi qu'il arrive, mais je suis pas certain que ça va forcément vraiment pénaliser les Gelarpox. Je suis plus curieux de voir le buff des autres teams qui risqueraient de faire remonter potentiellement des mauvais match-up pour Gelarpox. Ok, d'accord, on va voir ça dans l'avenir justement. On a aussi les corps stellaires d'Elucia, alors qu'est-ce que c'est ? Donc du coup c'est une team qui, sortie de nulle part, avait été buffée par Games Workshop. Là ils se sont rendus compte que après 3 ou 4 mois de team à plus de 60% de taux de victoire, il fallait peut-être faire quelque chose. D'ailleurs ils en ont parlé dans la vidéo qui expliquait un peu les décisions de la data slate, ils en étaient eux-mêmes étonnés. D'ailleurs c'était rigolo à l'admettre. Exactement ça, c'est le même effet que les Hunterclade précédemment, donc le clade de chasse, où ils buffent un peu trop une team qui se retrouve sur le devant de la scène et qu'il faut du coup revenir en arrière. Donc là c'est assez marrant. Le Lectromeister, du coup lui n'a pas changé, il garde ses capacités à 0, pas de souci. En revanche, ils ont modifié le bonus qu'il y avait sur les tirs d'artillerie. Tous les tirs d'artillerie touchés sur 3+. Au lieu de 4+, là seul le premier, donc le plus létal on va dire,
touchera sur 3+, les autres, de nouveau, toucheront sur 4+. D'accord. Bon, bah comme quoi, on va voir ce que ça donne, hein, mais bon, ça donnera envie quand même d'utiliser le premier, dans tous les cas, vu qu'il était quand même sacrément puissant de mémoire. Hein. Ouais, je pense que dans tous les cas, les joueurs veulent utiliser le premier, ça ne changera pas. Ils ont enlevé la règle implacable qu'ils avaient donnée au Breacher qui tenait la rotative. Donc je pense que c'était jugé comme trop fort et donc du coup ils l'ont enlevé. Attends, ça, mais où ça? C'était indiqué où ça? Ah oui, c'était sur l'ancienne Dataslate. Ah oui, d'accord. Oh, et ils l'ont pas repris sur celle-là. D'accord, donc okay, voilà, bah, du coup c'est assez marrant de voir qu'ils l'ont enlevé. Et la réduction de dommages qui est un peu particulière chez les Lucidian, puisqu'en fait vous avez un stratagème, un subterfuge que vous lancez, et c'était à chaque fois qu'un agent subit des dégâts en combat ou au tir, vous divisiez par 2 les dégâts et vous preniez les dégâts arrondis au supérieur. Ils ont remplacé le à chaque fois par la première fois. Ouais. Donc si vous combattez 2 fois un agent, ou voilà, du coup ça ne marchera plus. Ça reste quand même assez limité. Ils ont rajouté aussi une limite de 2 dégâts minimum qu'il n'y avait pas avant. Ouais. Je reste un peu dubitatif sur ce nerf parce que je suis pas sûr que la première partie s'applique régulièrement. La limite à 2 va s'appliquer, ça c'est intéressant. Mais dans ce cas-là, pourquoi pas avoir fait une limite à 3, je sais pas trop. Exactement, surtout qu'on avait eu ça on va voir ça dans toutes les autres teams en fait. Et bah, très bien, donc, on va pouvoir passer sur notre saison 2. Exactement. On a les croûtes qui n'ont pas changé, qui ont toujours une liste de courses longue comme le bras. Pas d'évolution, oui. Mais en même temps, bon, c'est très fort. Oui, et ils vont être d'autant plus forts que les réductions de dommages maintenant sont un petit peu nerfées, donc c'est parfait pour eux. Surtout qu'eux, ils ont que des armes à 3, 4, 5 grand max. Exactement. Donc c'est ce qu'on appelle du nerf par les autres. Enfin, exactement. Du buff par les autres. Alors maintenant on a nos sapeurs qui étaient un peu problématiques parce qu'ils n'étaient pas là lors de la précédente Dataslate. C'était un peu les grands absents. C'est ça, il fallait un peu plus de recul pour Games Workshop, j'imagine, pour pouvoir savoir ce qui allait ou ce qui allait pas. Donc il y avait beaucoup de choses qui étaient jugées comme trop fort dans cette team et la plupart ont été nerfées. En premier lieu, le Blitz, qui permet, c'est un subterfuge, qui vous permet que si c'est votre première figurine que vous activez qui fait une attaque ou un tir, elle peut retenir une critique. Et si c'est tout simplement la première que vous activez, vous retenez une normale. Asla, c'est une team qui a beaucoup de stabilisation au niveau des tirs, elle peut faire beaucoup de relances. Donc là, ils ont simplement nerfé en disant que si vous utilisez le subterfuge Blitz et que vous retenez à la fois une critique et à la fois une normale, les autres dés que vous avez, vous pouvez pas les relancer. L'un ou l'autre, ouais, c'est si on retient l'un ou l'autre déjà. C'est ça. Et du coup, ça veut dire que ça va être un peu le tout pour le tout. Donc sur un plasma, ça fait quand même plaisir de pouvoir faire une retenue critique auto, mais on va pas pouvoir gérer notre surcharge avec les petits 1 potentiels qui arrivent, quoi. C'est ça. Et ça, donc là, ils peuvent toujours retenir les deux. Ils peuvent toujours retenir une critique ou une normale, ça change pas. Et ils peuvent juste pas relancer les autres dés. Ok, bon, on va voir ce que ça donne évidemment, mais c'est potentiellement pas suffisant ou quand même ok? C'est déjà bien, ça permet déjà d'enlever un petit peu de stabilité. C'était les combos qui étaient un peu les plus compliqués à gérer parce qu'on pouvait pas faire grand chose contre ça. On subissait plus qu'autre chose. Et comme ils touchent sur du 4+, hors fusil à pompe, ça reste intéressant, donc à voir ce que ça va donner. Ok, ensuite notre grenadier perd ses doubles grenades en équipement. Comme tous les grenadiers du jeu, ça va être marrant de voir d'ailleurs ce qu'ils vont faire avec les Votan. On voit qu'il y a un grenadier dans la team. Est-ce qu'il aura le droit à ses doubles grenades dès le départ ou est-ce que ce sera nerfé? Ouais. Voilà. Donc je trouve pas ça exceptionnel. Il y a les cas où on peut utiliser le grenadier à plusieurs reprises sont assez rares. En général, le grenadier c'est du one shot. Ouais. Il envoie sa grenade et puis il meurt. Sauf en fin T1 et début T2, t'as initiative, tu relances et puis t'es même pas obligé d'utiliser la même parce que t'as ta charge de démolition qui est quand même pas mal non plus, quoi. Donc ça. Donc c'est bien pour le mettre au niveau. Voilà. Après, je pense que contre des nouveaux joueurs, il pouvait être un petit peu oppressif. Donc du coup, je peux comprendre que ça a été nerfé. Eh ben, très bien. Ensuite, on a le subterfuge stratégique Contact. Encore de réduction de dégâts qui se transforme jusqu'à un minimum de 3. Contact, c'était quand les agents étaient préparés, donc non activés encore. Tu pouvais réduire de 1 sur les dégâts normaux ou critiques ou les deux? C'était les dégâts normaux pour un minimum de 2 et c'est passé à un minimum de 3 comme le reste. Ok, donc on est un peu sur du subterfuge de Nurgle, mais quand t'étais préparé dans ce cas-là. C'est ça, sachant qu'ils ont 8 PV, qu'on peut monter avec les Steam. Oui, les Steam n'ont pas été nerfés. Ça peut être intéressant. Donc ça peut être intéressant effectivement d'avoir la réduction montée à 3.
ça les rend un peu plus fragiles. Mais pas de modification d'estime, je suis étonné quoi. Je l'attendais pas forcément, c'est un équipement, il coûte quand même 1 point. Le mettre partout, ça coûte cher. Donc moi ça me surprend pas, cette partie-là me choquait pas on va dire. Ok d'accord, bon, bah, pas choqué, pas déçu. Alors ensuite on a l'escouade d'intercession qui est considérée comme de la saison 2. J'avais même pas fait gaffe spécialement, sachant que c'était pendant l'été. On a la tactique de chapitre durable, et là c'est intéressant juste dans le wording, c'est mise à jour dans la liste de l'armée intercession qui est disponible gratuitement sur Warhammer Community, et donc ça fait redire que c'est quand même sympa d'avoir des règles en ligne juste pour pouvoir savoir ce genre de choses là. Coucou les croûtes, coucou les Hierotech. Alors qu'est-ce que c'est le chapitre durable? C'est vrai que je l'ai pas mis là, donc va falloir faire de mémoire. Alors ça je peux le dire s'il faut. Donc durable c'était une capacité que vous preniez sur votre armée qui est applicable à l'intégralité de vos figurines et qui permettait qu'à chaque fois que vous combattiez en combat ou que vous faisiez tirer dessus, quand vous résolviez les touches, toutes les touches critiques vous elles infligeaient un dégât de moins. Les touches critiques que vous receviez en tant qu'intercession bien sûr, pas celles que vous faisiez. Et là en fait c'est la règle de base. Ouais. Voilà, et qui était transformée à double titre. La première ils ont mis un minimum, donc un minimum de 3. Et la deuxième, c'est que c'est seulement une touche critique que vous pourrez réduire. Donc si vous avez 2 touches critiques contre vous, la première vous la réduisez, la deuxième vous la prenez plein pot. Et t'en penses quoi de ça? Justement, est-ce que ça va annihiler la suprématie de durable dans les chapters tactics? Alors pas forcément, c'est encore une fois, ça va être très dépendant du match-up. Contre une armée qui a une bonne stabilité au tir, je pense aux Navy Breachers qui vont faire beaucoup de critiques et qui veulent faire beaucoup de critiques. Durable sera moins intéressant forcément. Pareil pour les mains de l'Archon d'ailleurs, parce que main de l'Archon t'as beaucoup de perforants d'ailleurs avec un strata en plus, donc là... Toutes les armées qui ont la possibilité de faire 2 critiques de façon assez stable, durable est moins intéressant. Mais c'est pas la majorité des armées aujourd'hui, donc durable est complètement jouable. Maintenant je pense que beaucoup de joueurs vont s'orienter sur rapide et méthodique, qui étaient les 2 autres capacités qui étaient jouées en général, en complément de durable. Ouais, c'était la trinité glorieuse quoi. Voilà, et du coup, comme les autres sont pas touchés et qu'elles restent toujours très bien, ça donnera un peu plus, je pense, de diversité dans les teams intercession. Tout petit Mais peu. non, ça va être sympa. Très bien, et puis ensuite, maintenant, on a le tant attendu Cals Obscur qui a eu un double nerf de chacune de ses teams avec Cercle Hierotech. Alors là, on prend notre liste de courses, les protocoles de pour le coup, il y a eu énormément de buffs, Et en plus, bon, c'était voulu, c'était demandé. Il y en a eu encore plus que les Phobos là cette fois. Alors les aptitudes de protocole de réanimation, toujours à résoudre avant l'aptitude métal organique, ça n'a pas changé, mais maintenant c'est D3 plus 3 PV. Déjà. C'est ça. C'était D3 avant. Pardon? Avant c'était D3 plus 1? C'était juste D3 avant. Juste D3. Waouh, donc 3 PV à chaque fois, ça en fait encore de la ferraille à abattre ensuite quand il revit. Et ensuite maintenant on peut les placer à carré de ce pion de réanimation. Avant c'était pas le cas, non? Ou si? Non, alors c'était au plus près du pion de réanimation, toujours sans être à portée d'engagement, ça a pas changé. Et on devait lui mettre l'ordre qu'il avait quand il était mort, alors que là maintenant on peut lui mettre l'ordre que l'on souhaite. Pourquoi ce buff est très très fort? Le premier, les PV. Le problème des Necrons, c'est que quand ils revenaient, c'était très difficile, ils étaient quasiment tout le temps blessés. Et oui. Là par défaut, vous avez donc D3 plus 3, vous faites 1 au D3, ça vous fera 4 PV. Ensuite, vous gagnez les soins qui se déclenchent de 2 PV, donc vous passez à 6 PV. Hormis votre Cryptek, vous n'aurez plus aucun Necron qui sera blessé après la réanimation, qui est très fort. Bah ouais, du coup maintenant c'est des vrais Necrons comme on les imagine quoi. Il a fallu 2 data slates pour avoir un peu ce sentiment là quoi. C'est ça. Deuxième partie du buff qui est intéressante, c'est comme tu l'as dit, le fait qu'aujourd'hui on peut les placer à 3 pouces du token et non plus le plus près possible du token. Alors je suis un peu surpris simplement du à 3 pouces et qui est pas la partie visible. Parce que le problème c'est que ça veut dire que sur des décors comme Octarius, si je meurs collé à un mur d'un décor lourd, je peux aller me cacher derrière le mur derrière. Ou aller me mettre derrière une barricade en dissimulé. Parce que c'est à 3 pouces et pas entièrement à 3 pouces. Donc ça permet quand même pas mal de mouvements. Du coup, ça va permettre aussi de résoudre une problématique qui était que mon agent est mort, il ressuscite, j'ai pas l'initiative, il se fait descendre derrière dans la foulée et c'est fini. Là au moins ça permettra d'avoir un peu plus de liberté de jeu. Ah mais je pense que ça va même être une gageure pour les adversaires ce genre de choses là. Parce que tout le monde va être planqué. T'en as un ou deux qui va être en engagé, ils se font fumer, et bien après tu les remets, soit en dissimulé, soit en engagé, mais ils sont cachés.
Et du coup, C'est ça. Et là, je pense que les bons joueurs de Hierotech vont pouvoir vraiment montrer la différence, puisqu'ils vont se placer de telle façon que si l'agent meurt, quand il revient, il aura toujours un positionnement qui lui permettra de ne pas remourir derrière. Donc oui, non, ça va être une très très bonne capacité à utiliser. et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens qui veulent les racheter à présent. C'est ça. Par chance, il reste encore beaucoup de boîtes dans les magasins, donc profitez-en tant qu'elles sont encore là. Voilà, sinon vous avez notre série Warhammer Imperium pour pouvoir créer des proxys à peu cher de la team Kill Team Hierotech. Il y a quasiment tout dans la collection Warhammer Imperium. On a ensuite un autre buff, l'action accélérée de l'accélérateur Plasmacite coûte à présent 0 PA et peut permettre d'accélérer quelqu'un à 6 pouces au lieu de carré. Donc là maintenant en fait ça devient sympathique quoi, cet agent qui était quasiment le pire de tous. On peut dire. Alors, les deux plasmacites étaient un peu mauvais à utiliser puisqu'ils ont 2 points d'action. Donc, c'est un gros défaut de la team, c'est le manque de points d'action. Et on va voir que la Data Slate apporte énormément de changements là-dessus. Et les plasmacites étaient finalement peu utilisés puisqu'ils buffaient. Du coup, il leur restait un point d'action, ce qui leur permettait juste de se déplacer dans le meilleur des cas, ce qui était limité. Là, le fait d'avoir plus de portée pour donner le point d'action à un Immortel ou à un Deathmark ou à un Despotech, c'est très intéressant. Le fait que ce soit gratuit, c'était nécessaire. Et là aujourd'hui, les plasmacites vont vraiment pouvoir servir soit à faire de la prise d'objectifs, soit à ouvrir des portes dans Into the Dark. Donc ça les rend vraiment utiles, sachant que c'est une team qui, je le rappelle, n'a que 8 agents. Oui, donc c'était important d'avoir des agents qui soient vraiment utiles et pas simplement des taxes qu'on est obligé de prendre et qu'on ne peut pas changer. Et moi je vous dis un peu pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas rajouté un seul agent et que ce soit hyper simple. C'est parce qu'en fait dans la boîte de la Kill Team vous n'avez pas assez de jambes pour pouvoir faire 9 agents et du coup ça voulait dire des gens mécontents parce qu'ils avaient acheté une Kill Team et qu'en fait ils peuvent pas la jouer et du coup c'est pour ça qu'on a mis plein de petites listes de courses en plus au lieu d'un immortel supplémentaire, ce qui aurait été sympa quand même aussi. Ah, j'aurais bien aimé l'immortel supplémentaire, mais vu les buffs, pour l'instant, je me plains pas. Hein. Exactement, moi aussi je vais pouvoir finir de les monter. On est tous un peu des méta chasers, mais bon, on sait qu'on n'aime pas jouer à un truc qui déconne trop, donc là maintenant ça fonctionne à peu près, on va voir si c'est extrêmement fort, mais on est content que ça fonctionne à peu près. L'aptitude du faisceau de réanimation du réanimateur plasmacite, ne soustrayez pas un LPA à la LPA de cet agent quand vous l'utilisez. Toujours sympa du coup. Encore, c'est ça, donc avant je rappelle, quand quelqu'un mourait à 6 pouces du plasmacite, on retirait un point d'action au plasmacite et la figurine, on pouvait lui mettre un token de réanimation. Là du coup on n'a plus besoin de retirer l'AP, ce qui fait qu'encore une fois, ça devient que les plasmacites peuvent faire vraiment des choses et sont pas simplement des buffers qui vont servir juste à se déplacer. Et oui, donc ils peuvent encore servir à faire 2 actions quoi, après. C'est ça, ou servir pour que le Cryptek puisse leur piquer un point d'action et pouvoir derrière faire des choses. Là, je me permets d'avoir une petite parenthèse sur ça. Ça veut dire que en termes de réanimation, la team est un peu meilleure quand même. Tout court, rien que grâce à ça. Non, pas du tout. Forcément. La réanimation reste complètement aléatoire. C'est sur du 3+. Par défaut, la team n'a que 2 moyens de réanimation, le subterfuge ou le plasmacite, et un 3e possible si au niveau des Cryptek on prend le Technomancer. Oui. Donc au niveau de la réanimation, ça ne change rien. Donc ça change pas un des défauts de la team malheureusement, mais vu les buffs à côté, je pense que la team qui était déjà jouable avec la dernière Data Slate, devient vraiment intéressante à jouer. Elle sera pas, je pense, trop forte pour autant. Et on la verra sur les plateaux de jeu. On a ensuite plein de buffs à l'appel, donc c'est pour ça qu'on va bien aimer l'avoir sur Kill Team Builder ou sur Warapedia. Celle-ci, alors c'est les Cryptek, les Despotech et l'Apprentech, enfin le Cryptek, le Despotech, l'Apprentech, gagnent 2 points de vie et améliorent de 1 les caractéristiques de CC et CT des armes de leur carte technique. Enfin. Alors c'est plus qu'enfin, puisque je rappelle que la dernière Data Slate, seul le Cryptek gagnait 2 points de vie, et il n'augmentait que sa capacité de tir. Donc là, même le Cryptek est de nouveau buffé, puisqu'il gagne sa capacité de combat au corps à corps qui est buffée, qui passe de 4 à 3. L'Apprentech commence à devenir jouable, puisqu'il passe à 12 PV, qui touche à 3. Donc là, il commence vraiment à être plus intéressant qu'un Immortel, donc on a intérêt à le prendre, et on le verra après avec les pouvoirs. Il a un réel intérêt maintenant. Et le Despotech, buff que je voyais absolument pas venir, qui du coup touche à 2+, au lieu de toucher à 3+, ce qui en fait un agent qui est très très fort. On le prenait déjà et on continuera à le prendre désormais. Alors moi, je te l'ai déjà dit, mais moi j'adore le Despotech en termes de style. Et puis moi je le joue en garde royale proxy dans ma team. Du coup je me dis, j'ai très envie qu'il ait du coup plus d'imposance sur le terrain, qui semble vraiment meilleur. Donc tir à 2+, frapper à 2+, c'est trop bien. 12 PV, ça devient monstrueux. Sachant que, petite parenthèse, moi j'avais fait une partie contre un pote à nous, et du coup j'avais one shot son Despotech, et ensuite j'avais
quasi one-shot son Cryptek, et du coup il était dégoûté. Donc ce genre de situation n'arrivera plus. Donc c'est non, le buff vraiment très bien, et en plus avec le buff suivant, on voit que les capacités donc du Despotek passent à 0, ce qui était demandé. Donc la capacité du Cryptek commande était déjà à 0. Et la capacité du Despotek qui permet de faire une relance de commandement gratuite pour un Immortel ou un Deathmark. Il peut la faire sur lui-même, il peut la faire sur un autre agent, c'est génial. On la faisait jamais parce qu'elle coûtait un point d'action, et comme je l'ai dit, la team manquait cruellement de points d'action à dépenser. Du coup, non, le Despotek devient vraiment incontournable aujourd'hui, sachant qu'il était déjà très bon avant. Non, moi je le relis en direct, j'avais même oublié qu'elle existait celle-là, tu vois. Ah, on la jouait jamais, parce que si tu la joues, du coup, ça veut dire que tu fais qu'une action, donc bah tu perds un point d'action derrière. Exactement, et puis bon, exiger, ça devrait être gratuit tout court, quoi. Subterfuge tactique, débuter la réanimation 0 PC, c'était là avant ça, non? C'est ça, donc les deux suivants, la réanimation à 0 PC et l'équipement phase oculaire à 0 AP, les deux étaient déjà là avant, ça n'a pas changé. Et c'est très important, et maintenant on est sur nos Cryptek, remplacer toutes les occurrences fin de tournant, en début du prochain tournant. Ah oui, pardon, j'aurais dit remplacer toutes les occurrences fin du tournant ou début du prochain tournant par début de la prochaine activation de cet agent, s'il est neutralisé ou un autre agent ami accomplit cette action selon ce qui advient en premier. Ça c'est dans le cas des Cryptek du coup. C'est ça, donc les Cryptek peuvent choisir 3 pouvoirs. Il faut voir ça comme des espèces de sorts. Ça coûte 1 point d'action pour les lancer, vous avez le droit d'en choisir 2 parmi les 3. Donc sachant qu'il faut les mettre sur la liste d'armées quand on les fait. Aujourd'hui, c'était un peu compliqué. Le fait que certains pouvoirs nécessitaient d'être lancés très tôt dans un tour, mais qu'ils sortaient derrière, faisait que le Cryptek était obligé de jouer en premier, ce qu'on n'avait pas forcément envie de faire. Là, ça donne un réel intérêt aux Plasmanceurs et aux Psychomanceurs, qui ont les pouvoirs les plus intéressants. L'inconvénient, c'est que du coup, le Technomancer devient moins intéressant avec cette règle. Alors, non, il n'y a pas de Plasmanceur, c'est le Chronomancer. Chronomancer, pardon. Mais du coup, le Technomancer se fait un petit peu zavoir là-dedans, ok, oui, parce que c'était plutôt des auras en fait, ce qu'ils avaient les deux autres. C'est ça, c'était des buffs qui, de toute façon, avec les autres buffs qui ont été donnés, le Technomancer devient moins intéressant à jouer, ou du moins moins nécessaire. Par contre, le buff des autres est bienvenu, et comme je le disais, la Prantech qui a la capacité de lancer un des pouvoirs que le Cryptek n'aurait pas lancé, du coup devient très intéressant parce que ce buff s'applique aussi sur lui-même. Ce qui fait que vous avez 2 agents qui peuvent lancer des pouvoirs qui sont très importants, très utiles, qui peuvent rester très longtemps, donc c'est intéressant. Je rappelle que le Cryptek, si vous prenez le Chronomancer, il a un pouvoir qui permet d'augmenter de façon assez importante le mouvement de ses immortels, qui bougent de 4 par défaut. Donc là, le mortel, si je dis pas de bêtises, peut bouger de 9 avec le buff. Et ben le buff va tourner le tour actif, le tour suivant si vous activez l'immortel avant le Cryptek, ce qui fait que vous en bénéficiez 2 fois, ce qui est super intéressant. Oui, donc en fait on va vraiment faire des grosses fourchettes entre je démarre par le Cryptek ou la Prantech et je termine par le Cryptek ou la Prantech pour avoir une double fourchette de 2 tournants entiers quoi, quasiment. Exactement, et ça permettra de pouvoir placer la mine du Chronomancer avec la Prantech derrière par exemple, et qu'elle reste active pendant tout le tour 2. Complètement, voire même une grosse partie du tour 1, ce qui est très très intéressant là encore. Donc ça va permettre beaucoup de plans de jeu différents et une grosse reprise en main de la team du coup. Donc il va en falloir du temps de jeu et de l'expertise là-dedans pour les joueurs pour le refaire. Ça tombe bien, on n'a pas encore fait d'analyse pour les Hérotech parce qu'ils n'étaient pas encore assez bons et donc on va pouvoir commencer à en faire une dans quelques instants, peut-être. Exactement, du coup l'avantage c'est que moi je teste la team dimanche, donc je saurai déjà ce qu'elle peut commencer à valoir. Allez, on se rend compte lundi. Non, je déconne, moi aussi je dois la tester parce que j'ai très envie de la tester. Et j'ai envie de finir la montée, sachant qu'elle est très belle en termes de hobby. Mais c'est aussi nos Khazarkins qu'on a envie de voir jouer sur les tables de jeu, évidemment. Alors pourquoi les Khazarkins, ils étaient pas ouf? Déjà, ils avaient un peu le malus de la team Compendium, donc les Tempestus Scion, qui du coup étaient meilleurs qu'eux en quasiment tout point. Ils avaient un point de vie en plus, ils avaient la capacité de faire des actions de mission gratuites, ils avaient une meilleure capacité de tir. Bref, pourquoi choisir les Khazarkins quand on avait mieux à côté dans le Compendium? Là, une partie des buffs permettent de régler les problèmes. Donc on voit qu'on a un PV de plus pour toutes les figurines. Donc on passe de 7 à 8 PV, 9 pour le chef. Ce qui est intéressant, et ça aurait dû être comme ça dès le départ. On voit que la team du coup qui joue beaucoup sur des points d'élite, je le rappelle, vous dépensez des points d'élite sur un de vos jets de dés pour pouvoir l'augmenter. Désormais, un seul dé. Ouais, un seul dé. Mais autant de points d'élite qu'on veut.
C'est ça. Donc là aujourd'hui c'est votre leader qui vous faisait gagner 2 points d'élite par tour à chaque fois qu'il était en vie. Enfin tant qu'il était en vie. Et là maintenant c'est à chaque phase de stratégie que vous allez pouvoir gagner 2 points en plus de ceux que le leader va vous apporter. Donc Et plus donc de là, points ça à nous dépenser. amène à 24 ou 26, je sais plus de mémoire. Ça fait du coup 4 points par tour. Plus ce que peuvent gagner par-ci par-là les agents. Ouais, et puis même le trooper de base qui en avait un pour lui-même, des choses comme ça quoi. C'est ça, qui dépensait, en fait il le faisait sans en dépenser derrière, donc c'était intéressant. À voir ce que ça fera pour la team. Parce que comme tu l'as dit, c'est qu'un seul dé qui peut être modifié. Donc on l'avait dit lors de la dernière data slate, c'est vrai que c'est un G moyen va être transformable en bon G, mais par contre un G médiocre, ça vous durera pas en G moyen, donc c'est un peu dommage. Mais bon, c'est déjà un bon buff. Et après il rajoute un équipement. Voilà, et donc la lame de combat. C'est ça, qui permet du coup de donner un peu plus de punch au corps à corps. Alors pas beaucoup plus malheureusement, parce qu'au lieu de taper sur du 2-3, ils pourront taper sur du 3-4. Il précise dans la data slate que ça rentre en combo avec le subterfuge pour Cadia. Qui permet d'ajouter un ou deux caractéristiques de dégâts. Et ensuite on a un Feel No Pain 5+. Exactement, donc de toucher à 4-5. Ça reste situationnel, ça un équipement qui coûte quand même 1 point d'équipement. On va pas le donner à tout le monde parce qu'à côté on perdrait les grenades ou d'autres équipements utiles. Pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais à voir si ce sera vraiment beaucoup joué. On crée un archétype spécialiste de corps à corps qui ne servira qu'à faire ce petit one-shot de 5 PV grâce à la lame de combat pour Cadia pour 1 point d'équipement et un PC. Je ne sais pas si ça va être joué, mais bon, on sait ça jamais. Ça fait cher payer pour tuer un agent à 5 PV quand même. En vrai, il devrait dire, vous avez 3 lames de combat à dépenser pour 0 PV en début de partie, pour 0 PE, et puis basta quoi. Parce que personnellement, je l'aurais mis natif sur toutes les figurines. Oui, c'est aussi plus simple que ça. Voilà. Je rappelle que les Sions, c'est ce qu'ils ont en fait. Donc, encore des comparaisons avec les Sions, c'est quand même triste de les comparer toujours à eux. Voilà. La vie, c'est pas que se comparer. Du coup, on est sur notre fin de Data Slate. Est-ce que tu as du coup dernière petite chose à dire sur l'ensemble avant qu'on passe sur la fac? Parce que ça nous fait une longue vidéo, on est désolé. Mais... Très satisfait de la Data Slate. Ouais. J'attendais ce genre de choses, donc je suis pas déçu. Beaucoup de tests à faire pour voir ce que ça va changer. Et j'espère que ça changera profondément la méta pour voir un petit peu des teams qu'on ne voyait plus trop pour apparaître à nouveau. Et oui, au final on était sur un bon socle avec 4 en haut, 4 en dessous à peu près pour faire ça, et puis on va essayer de ramenuire. Peut-être que les Guillerpox vont rester très forts, les Elusian vont sans doute baisser, les sapeurs baisser un peu mais pas forcément assez, et après les légionnaires vont se baisser un petit peu malheureusement s'ils étaient dans le cercle central, je pense, et après on va voir l'impact de nos Hierotech, mais je pense qu'ils vont joliment remonter vers la moyenne, ça c'est sûr. Les Phobos, je pense qu'ils vont remonter dans la moyenne, peut-être un peu basse, mais peut-être qu'ils vont être trop bien en fait, on sait pas. Et puis les Warp Coven vont rester à peu près là où ils sont. Rien pour les Wyrmblade, encore une fois, les Wyrmblade sont vraiment les gens les plus cachés de l'univers, les gens les jouent à peine et ils ont pas ni de buff ni de nerf, donc ils sont vraiment bien cachés. Et puis moi ce qui m'inquiète un petit peu plus, c'est quoi le dernier? C'est les danseurs de la toile. On va voir ce que ça donne, mais bon, peut-être qu'ils sont encore trop forts. Encore. Après, normalement, ils ont de très mauvais match-up contre des teams populeuses, et comme les teams populeuses risquent de ressortir du fait des nerfs, des réductions de dommages, indirectement, ça va peut-être faire des ennemis naturels au Voiddancer, à voir ce que ça va donner. Exactement. Bon, de toute façon, sans plus tarder, on va passer dans la partie des FAQ de nos règles de base. Alors, on va aller un peu chercher tout ce qu'il y a des petits astérix, on n'est pas sur un truc où on les connaît par cœur encore, donc on va un peu les regarder. Là il n'y en a pas dans les errata. On a ensuite... Alors je les ai notés, si tu me dis quelle fac tu veux voir, je peux te dire ce qu'il y a. Ah bah magnifique, moi je veux les règles de base. Là je vois Octarius sur le fait, page 74, grimper par-dessus et charger par-dessus les petits tas de ferraille. C'est ça. Donc c'est effectivement d'utiliser les règles, les actions qui sont spécifiques à ce décor ne permet pas d'enchaîner avec un traversé. Je sais pas dans quelles conditions ça pouvait être utilisé. Alors c'était notre ami Alfonso qui apparemment a glissé ça à l'oreille de Elliot Hammer lors de son passage au Warhammer World en disant que tu pouvais faire des escalades et des climb over comme ça. Enfin des scramble over pour pouvoir avoir des grandes distances parcourues. Moi j'ai pas trop été face à ce genre de cas, ça dépend vraiment où est-ce que tu places tes éléments de terrain aussi dans tous les cas. C'est ça. Donc on le garde en tête. Ensuite on a sur les combats rapprochés.
Combat d'écoutille, oui, tout à fait. Ah ouais, ça c'est hyper important ça. Je veux ton avis là-dessus, alors c'est quoi? En fait, c'est une clarification. Pour moi, la règle était déjà claire, mais au moins ça évite tout débat futur. La règle de combat d'écoutille précisait qu'on était considéré comme à portée d'engagement tant qu'on faisait l'action. Bah là, c'est clair et nettement marqué dessus. On est à portée d'engagement quand on fait l'action. Ce qui fait que si vous utilisez des subterfuges, si vous utilisez des actions qui nécessitent d'être à portée d'engagement, des tac-ops, bah du coup tout compte, y a pas de souci. Mais est-ce que ça veut dire que tu peux quand même faire ton truc d'être entre 1 et 2 pour frapper sur la personne? Et c'est quoi qui va changer vraiment là-dedans? T'as un exemple ou pas? Y a rien qui change, c'est juste une clarification en fait. Ok. C'était déjà actif en fait. Là, il précise parce que pour les Anglais, il y avait une petite subtilité de langage où effectivement c'était traité comme qui était pas forcément très clair et donc du coup traité comme ne voulait pas dire être à portée d'engagement. Ah ok. Et donc du coup c'est vrai qu'il y avait des tac-ops ou des actions qui ne pouvaient pas forcément se faire selon comment on le comprenait. Là il précise que c'est vous êtes à portée d'engagement point. D'accord, bon bah très bien. Tant qu'on fait l'action bien sûr. Bon bah j'en profite pour aller sur les prochains points avec des astérixmes et des obélixmes. Alors du coup ça va être le always versus le never. Exactement. Alors là on a un exemple avec émanation de rouille, vario le geleur, et qu'une autre règle permet à un agent d'ignorer les modifications d'une ou plusieurs de ses caractéristiques, comme garder la tête froide de sa peur. Qu'est-ce qui prévaut? La première règle, donc ce sont les NEPA qui sont primeux. C'est ça? C'est ça. Par exemple, vous êtes toujours considéré comme blessé et une règle qui dit vous n'êtes jamais considéré comme blessé, c'est le toujours qui l'emporte. Ah, donc les Gellerpox l'emportent sur le reste. Qu'il ne peut pas être blessé. Ouais, du coup, c'est le NEPA, non, qui gagne? Alors moi je l'ai vu en anglais, je vais le regarder en français. Ah, parce qu'il y a aussi le concept avec les Gene Stealers, en disant ils ne peuvent jamais être considérés comme en engagé, ou sont toujours considérés en dissimulé. C'est ça. Ok, bon bah, je te laisse Mais regarder. je l'avais compris comme ça, et du coup... Alors bouge pas, je regarde en français. Comme étant blessé, quelles que soient les autres règles, qui peut être blessé, et qu'une autre règle ne permet à un agent d'ignorer les modificatifs. C'est ça, c'est la première règle. C'est le traité comme blessé qui prendra le pas. Donc le toujours prend le pas sur le never. Stipulant qu'il ne peut pas être blessé. Moi je le comprends toujours à l'envers, enfin bon. Ouais, mais c'est parce que voilà, comme je dis, moi j'ai vu les règles en anglais, et la règle en anglais c'est il est always considered comme blessed. Donc il est toujours considéré comme blessé si je traduis. Ok. La phrase en français est à l'envers en fait. Ok, c'est embêtant cette chose-là. Alors, moi j'ai l'impression que C'est je pas forcément comprends. embêtant, faut juste savoir que si une règle vous dit que vous êtes toujours considéré, quelles que soient les autres règles, ça s'appliquera par rapport aux autres règles, quelles qu'elles soient. Ah oui, ok, d'accord. C'est bon, j'ai compris. C'est le toujours par rapport à l'exception, quoi, c'est ça? Oui. D'accord, c'est bon. Ouh là là, les choses me En remettent en français, il place dans ma faudrait tête. dire c'est le quelles que soient les autres règles. Ouais, ok, très bien. Ouais, c'est vrai qu'il manquait un peu ça. Là, on a une histoire de rajout de BM. Alors c'est pas un rajout de BM, en fait c'est simplement pour expliquer que si vous cumulez plusieurs règles spéciales ou plusieurs règles critiques sur une arme, elles s'additionnent pas. Par exemple, si vous avez une blessure mortelle 1 et blessure mortelle 2, vous gagnez pas une blessure mortelle 3, vous gagnez la meilleure, c'est-à-dire la blessure mortelle 2. Ou si vous avez 2 fois la règle équilibrée, vous lancez pas 2 dés, vous en relancez qu'un. Ok, c'est les petits malins là qui cherchent des choses comme ça, on les connaît les petits malins. Exactement. Là. Alors qu'est-ce qu'on a comme petite malignité? Tiens, j'en ai d'autres là, j'en ai plein d'autres. On a ensuite le cumul. Pardon. Vas-y. Vas-y. Alors, dans de rares cas, un agent a plusieurs règles lui permettant d'ignorer des PV perdus. Peuvent-elles toutes être utilisées? Exemple, l'action du cryptech chronométron et l'équipement Réanixode quantique du chronomancien. La réponse est oui, on peut résoudre plusieurs règles qui nous permettent d'éviter de perdre des PV. C'est ça, donc si vous avez plusieurs Feel No Pain, vous pouvez le faire. Okay. Tout simplement. Et l'un après l'autre. C'est assez brutal, mais bon, c'est très rare. Donc, c'est ça. On va dire, tant mieux que ce soit éclairci, mais qui s'en fout. Alors, deuxième, si un agent peut accomplir une action gratuite, mais qu'une autre règle requiert de soustraire des points d'action supplémentaires pour accomplir cette action, qu'est-ce qui prévaut? Donc là, c'est, est-ce que quelque chose qui est gratuit, si on dit ça coûte 1 de plus, est-ce que c'est toujours gratuit? Oui, c'est toujours gratuit. La réponse est oui, et exactement. C'est en gros, vous multipliez 0 par quelque chose, ça fait toujours 0, sauf que là, c'est dans le cadre d'une addition. Bon. Les maths à Kill Team sont sympas, mais du coup, oui, voilà. Est-ce que ça veut dire qu'une action à 0 AP est gratuite? Ou est-ce qu'il faut qu'il y ait écrit gratuite en toutes lettres pour que ça marche? Non, gratuit veut dire que tu ne payes pas ton action. Une action à 0 veut dire que tu fais une action.
Elle sera 0, Oh. donc elle te coûte rien, mais elle n'est pas gratuite. Oh. Donc ça veut dire que dans notre cas de... allez, on a quoi? On a quoi qui coûte 0? On a commandé ou exécuté qui coûte 0 AP. Si quelqu'un nous dit ça coûte plus 1, maintenant elle coûte 1. C'est ça. Typiquement, tu prends le subterfuge des mains de l'archonte qui te dit que le subterfuge que joue l'adversaire coûtera 1 de plus la prochaine fois. Le protocole de réanimation coûte 0, il n'est pas gratuit. Oui, en même temps, sur les subterfuges, il n'y a rien qui écrit subterfuge gratuit. Alors, tu peux avoir certains cas où tu pourrais avoir des subterfuges gratuits. On le verra plus tard dans une des facs, c'est marqué. Ok, très bien. Alors, comment on ne peut pas utiliser... question suivante. Comment on ne peut pas utiliser les aptitudes d'un agent s'il est neutralisé? Que se passe-t-il quand il est affecté par une règle stipulant qu'il n'est pas encore retiré de la kill zone? Exemple, subterfuge tactique expiation dans la mort de garde impériaux vétéran, mais on a ça aussi en intercession. C'est les anges de la mort, je crois. Et en l'occurrence, on peut utiliser cette aptitude, donc j'imagine une aura, un buff, un truc comme ça, jusqu'à ce que l'agent soit retiré physiquement de la kill zone. C'est bien ça. Donc c'est Colère Vengeresse pour intercession, et en fait ça résout une grosse problématique que beaucoup de gens se posaient. En fait, l'agent garde ses capacités, il garde ses effets, il n'y a rien qui est enlevé avec sa mort. Ok, c'est super cool et super important de le savoir. Ça peut avoir toujours des questions en moins. Ensuite, est-ce que tu as la prochaine question? Oui, c'est pour l'action de garde. C'est une clarification. Moi, côté français, j'avais jamais vu de problème. C'est simplement pour dire que l'action de garde, quand on la fait, on interrompt une figurine, on n'est pas obligé de lui tirer dessus, on peut tirer sur une autre figurine. Là, c'est clairement écrit. Ok, ouais, donc vous déclenchez, mais on peut aller fumer à l'autre bout de la planète. Très bien. Bon, c'est super ça. Et ça, c'était la dernière de notre section de base. On va passer ensuite aux exactions. Alors, ils ont pas grand chose, hein, mais ils ont le castigator. Le castigator qui avait une règle extrêmement rigolote. Ajouté à la partie suivante entre parenthèses de la phrase, y compris les modificateurs aux armes dont il est équipé, à l'exclusion de sa caractéristique de défense. Donc ça veut dire qu'avant Raw, il pouvait se prendre un tir de fuseur, mais quand même lancer 3 dés de défense. En fait, la règle disait que tu ignorais tous les modificatifs. Et ouais. Donc forcément, tu prenais pas les modificatifs d'AP qui étaient un modificatif sur la caractéristique de défense. Ils l'ont clarifié, donc du coup tu n'as pas toujours de malus, mais du coup tu prendras l'AP comme tout le monde. Et voilà, et puis ça la fera un peu réfléchir à 2 fois quand ils créeront une règle aussi rigolote. On a ensuite un cas assez particulier. Si le subterfuge stratégique de la culpabilité transpire interagit avec l'acte de foi aura aveuglante des novices, qu'est-ce qui prévaut? La culpabilité transpire. C'est pour pouvoir tirer à 2 ronds, je sais plus. Ouais. Mais bon. C'est ça, donc le subterfuge des exactions, c'était celui qui permettait d'annuler un décor en étant à 4 pouces de la figurine. L'aura des noviciettes fait que la figurine n'est plus considérée comme une cible éligible. Là, du coup, c'est le subterfuge d'exaction qui l'emporte tant qu'on est à 4 pouces. Du coup, effectivement, on pourra tirer sur la noviciette. Donc la justice l'emporte sur la foi. C'est ça. Exactement. À retenir. Question suivante, peut-on utiliser l'aptitude concentration induite pour ignorer les modificateurs aux dégâts infligés par un agent castigator ami? Par exemple, s'il frappe un agent légionnaire bénéficiant du subterfuge stratégique chair mutagène avec sa mage exactor, infligera-t-il les 4 dégâts complets? La réponse est oui. Donc on est encore sur du deny de réduction de dégâts, ça fait plaisir. En fait, ça reprend la règle qu'on évoquait tout à l'heure, hein. Il ignore les modificatifs, donc y compris sur ses armes, ce qui veut dire que la réduction de dommages, qui est une réduction aux dommages faits par l'arme, ne s'applique pas, et donc il peut infliger tous les dommages de l'arme sans aucun problème. C'est hyper spécifique, mais en même temps ça fait plaisir de voir qu'ils ont pris ça en compte, en effet. Exactement. En archonte, même si on commence à faire le lien vers notre main de l'archon qui est ici, on a le disciple de Yelindra qui a la grenade, la fameuse grenade. Qu'est-ce qui se passe sur elle? Bon, elle peut pas lancer sa grenade si elle est à portée d'agent ennemi. Merci. Ensuite, c'est très important parce que beaucoup d'agents l'ont joué comme ça. Ensuite, on avait remplacé la première partie. C'est à l'étape de préparer les agents de chaque tournant qu'on enlève les points de vie. Donc, on a moins de morts en fin de tournant. Maintenant, c'est au début du tournant suivant, quoi. Ça veut dire que fin du tour 4, il n'y a pas de blessure mortelle qui s'applique. Ça, c'est bien ça. Et ça peut avoir des effets comme les nécrons qui regagnent 2 points de vie à l'étape de préparer les agents, par exemple. Donc ça pourra changer. Ça devrait pas changer grand chose, mais le fait de changer l'ordre à l'avenir pourrait permettre des combos un peu sympas. Sur le T4 quand même, c'est quand même pas mal, hein. Moi je trouve ça bien. Donc ensuite les effets de l'empoisonnement persistent même si cet agent est neutralisé. C'est quoi ça? En fait ça revient un petit peu à la règle qu'on a vue sur les règles de base, donc les core rules.
Désormais, quand vous êtes mort, si vous revenez à la vie, vous gardez tous les états que vous aviez, tous les tokens que vous aviez, tous les voilà. Oui. Et on va le voir au fur et à mesure des facs. C'est décliné un petit peu selon chaque équipe. Là, en l'occurrence, on vous dit, vous gardez le fait d'être blessé, vous gardez le fait de prendre des blessures mortelles derrière. Ah oui, donc on n'est pas régénéré jusqu'au bout, quoi. En fait, on n'annule pas le fait de mourir et de se faire ressusciter par un médic, par exemple, n'annule pas le malus qu'on s'est pris. Désolé, tu vas te prendre 2 blessures mortelles au tour suivant quand même. Alors, l'Elixicante, il ne peut pas changer sa drogue tant qu'il est à portée d'un engagement d'un agent ennemi. Ce n'est pas très important, mais c'est cool de le dire. Ensuite, sur le fait de gagner des pions de souffrance et d'avoir le fameux Tacops qui permettait de gagner des points de vie grâce à ça aussi, enfin de gagner des points de victoire grâce à ça, mais du coup le disciple va quand même gagner des pions de souffrance. Tant qu'il a envie. Tant qu'il a envie, voilà. Donc faut se dire qu'une fois qu'il est mort, on gagne pas spécialement plus de points de victoire. En fait, c'était un problème qu'avaient pas mal de joueurs sur cette team-là, où ils se disaient, est-ce que le fait qu'un agent meure du fait du poison provoqué par la grenade, enfin les blessures mortelles provoquées par la grenade tourment, est-ce que ça rapportait des points de souffrance? La réponse est oui, mais pour ça, il faut que l'agent soit en vie, l'agent qui les a mis soit en vie. Très logique, hyper logique. Quand on utilise ce subterfuge stratégique, la mort venue des ténèbres, choisit-on l'agent ennemi avant de déterminer l'ordre de l'agent ami pour son activation? La réponse est oui. Alors moi, je vois pas trop ce que c'est ça. Alors, c'est un subterfuge qui permettait, donc qui s'applique c'est un subterfuge stratégique qui s'applique aux phases de stratégie pour toute la team. Et le principe, c'est qu'à chaque fois que vous activez un agent main de l'archonte, si l'ennemi n'est pas dans la ligne de vue, du coup, vous pouvez avoir un bonus. Et le principe, c'est que pour le faire, vous vous mettiez en dissimulé, vous n'êtes pas dans la ligne de vue parce que vous êtes derrière un couvert, donc il ne vous voit pas. Mais comme c'est à l'étape d'activer, vous le faites avant de changer l'ordre, ce qui vous permettra de dire il n'est pas dans ma ligne de vue, je le change l'ordre, je passe en engagé, je peux lui tirer dessus, et donc du coup j'ai le bonus pour pouvoir le toucher. Allez, trop bien. Bon, c'était bien que ça ait été clarifié ça en effet. Quand on fait une attaque de tir avec le pistolet hypodermique d'un agent disciple de Yelindra, à quel moment détermine-t-on les blessures mortelles après les relances et pas juste quand on a fait les rolls avant les relances? Sinon ça aurait fait plein de blessures en supplémentaire. Alors faut juste savoir, parce qu'il y a une règle un peu particulière, c'est que les blessures mortelles ne s'appliquent pas une fois les dés retenus, contrairement à la règle habituelle. Ils s'appliquent au moment où on lance les dés. Mais non. Donc si on suivait la règle aujourd'hui, ça veut dire que je lance mes dés, je vais faire par exemple 1-1 et puis que des 5. Je décide de relancer mes 5, même le 1 éventuellement. Donc j'ai déjà infligé la blessure mortelle. Et là, il suffit que je refasse encore des 1, des 2, des 3 et je vais réinfliger des blessures mortelles derrière. Oui. Donc ça pouvait faire un effet boule de neige qui était quand même assez impressionnant. Du coup, c'est clarifié, c'est un petit nerf au passage. Voilà, très bien. Donc c'est comme ça des fois qu'on nerf une team qui est à peine de sortir par les facs. Pour le subterfuge stratégique course, que signifie vice-versa? J'ai moi-même posé la question. Ça signifie que l'on peut accomplir des actions dans n'importe quel ordre, mouvement normal, / battre en retraite et sprint gratuit, ou sprint gratuit et mouvement normal, mais pas battre en retraite dans cet ordre-là, car l'agent ne serait alors pas à portée d'engagement. Logique. Donc voilà, vice-versa veut dire vice-versa. Merci. Et pour moi c'était clair, mais apparemment c'était pas clair pour tout le monde. Voilà, ça leur apprendra à utiliser des mots. Si mon adversaire utilise un subterfuge gratuitement, mais que j'utilise un subterfuge tactique plan perfide, lequel des deux prévaut? Le premier... Là t'as l'exemple que je te disais. Ah ouais, le premier, le subterfuge demeure gratuit. Ok, bon ben voilà. Fort bien. Ensuite on a... Là c'est un peu la découverte à chaque fois. Corsaire des Lucia. Qu'est-ce qu'il y a sur les Corsaires des Lucia? Il n'y a pas grand chose. C'est un point qu'on va retrouver dans d'autres facs après par la suite. Pour les actions uniques, aller chercher l'agent canidé, peut-on déterminer le contrôle d'un pion marqueur, pion objectif durant le mouvement afin d'accomplir l'action ramassée? La réponse est oui. En vrai c'est cool ouais, que ça permet de faire ça, sinon ça aurait été un peu stupide. J'imagine qu'il y a pareil en croûte d'une certaine manière. Tous les chiens en fait ont cette règle là. Alors il faut comprendre un petit peu parce que c'est un peu tricky. Le contrôle d'un objectif se fait quand vous bougez et que vous terminez votre mouvement dessus. Or les chiens peuvent faire une action ramassée pendant qu'ils font leur mouvement. Ce qui fait que techniquement, ils bougent, ils font leur action ramassée, ils vont continuer à bouger, mais ils ne sont pas arrêtés sur l'objectif, donc ils ne le contrôlent pas. L'avantage de cette fac, c'est qu'elle clarifie, qu'elle dit désormais, oui, le chien le contrôle au moment où il s'est arrêté dessus, qu'il fait l'action ramassée, ce qui lui permettra de scorer les points. Et voilà, bon au final, il fallait être un peu pointilleux, ou alors être sacrément au courant des règles pour pouvoir sortir ça à son adversaire, mais bon, c'était quand même assez évident sur le wording des chiens par exemple. Combat rapproché, est-ce que la règle d'environnement confiné affecte les éléments d'appui corsaire? Donc par exemple le tir qui permet de faire un blast, donc oui. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir le lézal 5+. Voilà.
que je trouve débile, mais pourquoi pas. Donc on va la retrouver chez les corsaires et sur les vétérans aussi, les Vetguard, où il y a aussi un tir de barrage et qui, pareil, les bonus de combat rapproché s'appliquent. Ok, très bien. On est en sapeur ici. Qu'est-ce qu'on a en sapeur? Quand on fait une attaque de tir avec la détonation spectrocrâne d'un astrobrouilleur contre chaque agent à rond d'un agent spectrocrâne ami, ces agents sont-ils à couvert? La réponse est non. Il y avait un sujet sur ça? Une clarification de règles, parce qu'il pouvait y avoir quelques petits abus, donc ils ont dit, bah voilà, quand le crâne explose, vous pouvez pas être à couvert, point. Ok, très bien. Bon, bah moi j'ai pas trop de problème avec ça. Par rapport, là c'était quoi? J'étais sur la coterie du Warp. Remplacez la dernière phrase sur défaussez une de vos OP tactiques et choisissez une nouvelle OP tactique parmi celles qui restent dans l'archétype que vous avez choisi, ou une OP tactique de faction. Donc c'était le fait de pouvoir changer une OP tactique après avoir vu la team en face, c'est ça? Ou après avoir le subterfuge, exactement, qui était plus jouable du fait des Critops. Parce qu'on choisit maintenant nos OP tactiques, on les tire plus au hasard, et bah du coup il la rend de nouveau jouable. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Tiens, il y a un truc pour les Rubicae, si tu veux la lire. Je l'avais pas noté. Bon. Tiens, je le fais. Comment l'aptitude tout n'est que poussière des Rubicae interagit-elle lorsque l'on traverse? La distance traversée doit être incluse dans la limite du mouvement. Ainsi, lorsqu'un agent marine Rubicae traverse, il peut seulement se déplacer à 2 ronds à l'horizontale. C'est logique parce que le 3e rond, c'est la traversée. Ça avait déjà été clarifié pour les scrambles, donc du coup c'est clarifié maintenant pour tous les types de décors. Ok, ben voilà. C'est dans la suite logique. On a les légionnaires. Qu'est-ce qu'on a sur nos légionnaires? On a un dernier petit truc. Oui. Quand on résout bain de sang perpétuel, peut-on utiliser l'aptitude assaut furieux pour frapper avec une touche normale comme si c'était une touche critique? C'est quoi? Donc là, ça ne concerne que les marques de cornes. Ouais. La capacité de corne fait que si vous faites un combat au corps à corps, que vous ne retenez pas de touche critique, vous pouvez transformer une normale en critique. Ça, c'est la fonctionnalité de base de corne. Et le subterfuge dont il est fait mention, c'est un subterfuge qui vous permet de combattre une fois que votre agent a été mort. Vous pouvez faire une touche. Bah là, ils vous disent, la touche que vous allez faire ne sera pas une critique automatique. C'est triste parce que Nurgle a des critiques automatiques quand on retient pour le couvert. C'est ça. Je trouvais ça dommage parce que l'interaction était pas abusée et je trouve ça dommage que ce soit nerfé parce que bah rien ne dit dans la règle que ça marche pas quoi. Donc ouais, bon c'est triste. Des fois c'est comme ça. Directement, alors on est sur les Galerpox. Non, on est sur les Void Dancers. Qu'est-ce qui se passe quand un Void Dancer tue des petites vermines Variole Geller? Eh ben, il ne gagne pas les équivalents de Sedat. Pareil, même si on fait des battre en retraite sur la représentation de comédie, en gros, faire quoi que ce soit sur les vermines ne nous aidera pas sur les Sedats. C'est pas quand il les tue parce que la règle était claire à ce niveau-là, c'est surtout pour dire quand on interagit avec eux. Oui. Ça ne rapporte rien. Voilà, ce sont des vermines jusqu'au bout, mais c'est bien qu'il ait fait parce qu'en effet, il y a quand même des tricks avec les vermines qui sont quand même un peu méchantes pour eux quoi des fois. Tu les cherches, tu bats en retraite, tu gagnes tes points, bon, ça fait mal quoi. Facile quoi. En effet, là on est sur Cercle Hierotech, qu'est-ce qu'ils disent? Les accélérateurs plasmacite et réanimateurs, cet agent peut effectuer l'action battre en retraite pour 1 point d'action de moins jusqu'à un minimum de 1 PA. Avant c'était 0? C'était 0 avant, ouais, tout à fait. Donc, minimum de 1, ça changera absolument rien. Et ben voilà. Quand un agent Hierotech est réanimé avec succès, conserve-t-il les règles et modificateurs? On l'a vu tout à l'heure, en gros, c'est si tu avais eu des malus de LPA ou le fait d'avoir la grenade des archontes, tu renais avec tes modificateurs. Donc là, s'il y avait un marker light sur le Necron, il faudra bien laisser les tokens à côté parce qu'il reviendra avec ces tokens de marker light. Et du coup, aussi, si par exemple vous lui avez donné plus un APL avec le plasmacite, qu'il est mort avant de l'utiliser, c'est-à-dire que quand il revient, il l'aura aussi. Donc c'est positif et négatif en fait. Après, une règle se pose du coup, c'est que vu qu'il garde les tokens, l'agent réanimé, du coup pour le marker light par exemple, est-ce qu'il va s'enlever si on réanime pas l'agent ou est-ce que le token reste figé dans le temps? Ça c'est pas clair, donc il va falloir qu'il clarifie aussi ce point-là. Moi je l'enlèverai, mais c'est vrai que ça clarifie en effet. Encore des interactions de règles, youpi. Toujours, dès qu'on modifie une règle, il faut clarifier derrière. Oh là là. On était sur les gardes impériaux vétérans, donc on a le fait des atouts tactiques. Gagne-t-il les avantages des espaces confinés? La réponse est oui. Donc 6 mois plus tard, ça fait plaisir, sachant que personne ne les joue, ça fait plaisir aussi. Les 4 agents restent toujours mieux quoi qu'il arrive. Hein. Exactement. Variole Geller, qu'est-ce qu'il y a? L'aptitude techno fléau affecte-t-elle les attaques de tir faites avec des atouts tactiques, des éléments d'appui corsaire? Donc en gros, c'est est-ce qu'on leur met le malus, même si l'agent qui est considéré comme faisant la visée pour ça,
est à proximité ou pas? La réponse est non. Même si l'agent depuis lequel la ligne de vue est déterminée pouvait être à la distance requise, l'arme en elle-même ne pourra jamais l'être. C'est ça, donc les tirs de barrage bénéficient des règles des règles en close quarter, mais ne sont pas pénalisés par les règles de Gearbox. C'est hyper légitime, il nous reste plus que 2, reste avec nous jusqu'au bout. On a les novices, qu'est-ce qu'elles ont les novices? Les novices, elles ont... Alors c'est là qu'on a déjà vu dans les exactions, c'est juste pour dire que le subterfuge qui annule le couvert à 4+, bat l'aura des noviciettes, jusque là pas de soucis. Dans l'autre sens alors. Et un dernier qui est assez sympathique, je te laisse le lire. Quand on utilise le subterfuge stratégique défenseur de la foi en combat rapproché, un agent novice ami peut-il accomplir une action, se mettre sur ses gardes au lieu d'une action tirée, puisqu'elle est traitée comme une action tirée? La réponse est oui. Super rigolo ça. Ce subterfuge permettait pour 2 points de commandement d'activer une figurine avant l'adversaire, sous certaines conditions, et lui faire différentes actions, dont une action tir, du coup elle peut se mettre en garde. Donc c'est un buff des novices cachés. C'est ça, ça coûte quand même 2 PC, mais c'est quand même intéressant. On n'a pas trop envie de le faire, mais on sait que déjà dès le début du T2, on peut être sur nos objectifs, qu'on a envie de protéger nos salles, et en fait avoir une action sur ses gardes. Par contre après, est-ce que ça veut dire qu'on peut activer notre novice tout court? Elle pourra pas tirer. En fait, non, parce que t'as pas l'initiative. Donc l'adversaire a l'initiative, il va jouer, tu vas l'interrompre, tu vas lui tirer dessus. Ok. Bon. Mais ça veut dire qu'on aura joué. Ouais. T'auras rien fait parce que tu utilises juste le subterfuge. Pour l'instant, t'as pas activé quoi que ce soit. Ok. Bon, cool. C'était hors activation en fait que tu faisais ça. D'accord, ouais. Très bien. Donc ça reste toujours hors activation. Et nos ex-Euroder, j'imagine qu'on parle des chiens. On parle des chiens qui peuvent ramasser sur le trajet sans forcément finir dessus pour pouvoir contrôler l'objectif ou le marqueur. Et ben voilà, c'était aussi une belle fac. Voilà, je sais pas s'il manque des choses, mais c'est vrai que c'est comme d'habitude. Hein. On clarifie. La dernière fois avec les médics, c'était pas mal ce qui s'était passé sur la clarification des médics dans les blasts. Moi j'avais bien aimé. Là on en a plein d'autres sur les chiens, sur les exactions, sur certaines bizarreries comme les cornes. Mais en tout cas, c'était cette analyse et mise en place de l'ensemble des modifications qui vont sans doute pas mal changer notre méta, qui vont changer notre manière de jouer avec dans le noir ou sans dans le noir, ce qui ne veut rien dire. Est-ce que tu as une dernière chose à nous dire, Rémi ? Très satisfait, autant des facs que de la data slate. Maintenant, il reste plus qu'à tester tout ça pour voir ce que ça peut donner. Et à jeter des dés et à continuer à suivre l'actualité de Kill Team avec la boîte Gallowfall qui va bientôt sortir. On n'a pas encore de date, mais on espère que les Votan auront évidemment 2 grenades pour leur grenadier, juste pour qu'ils se fassent nerfer 3 mois plus tard, évidemment. Et on vous dit à une prochaine. À ciao les Kill Teamers et les Kill Teameuses. Au revoir. Ciao ciao.